Bonjour à tous, merci de venir aujourd'hui pour la première conférence Nord Agile. J'espère que ce sera un cycle de conférences qui va faire des petits, ça serait bien. Je suis ravi qu'on m'ait proposé de faire la première conférence, en même temps un petit peu intimidé, et j'espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de réflexions autour de l'expérience qu'on a vécue. Je dirige Effidev. Effidev, c'est une société lilloise, on est basé à Marc-en-Barœul, dont le but est de rendre les entreprises agiles. C'est d'aider les entreprises à piloter les projets différemment, à faire des projets qui aient un véritable impact. On voyait tout à l'heure l'idée d'impact mapping. On se rend compte que finalement, il y a pas mal de complexité dans la conduite de nos projets, pas mal de difficultés. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, on a travaillé sur l'agilité, on a travaillé sur tout un ensemble d'outils, de méthodologies, tout un ensemble de cadres méthodologiques qui permettent de rendre les gens agiles, qui permettent de simplifier les projets. Mais pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué de faire des projets? On n'en est pas à notre coup d'essai. L'homme a plusieurs dizaines de milliers d'années à son actif, et pourtant, on se rend compte que des choses a priori simple, ou en tout cas pas si compliqué que ça, mettre en place une équipe de 10 personnes autour d'un projet, c'est très compliqué. Pourquoi? Alors je voudrais faire un petit peu d'histoire et de regarder le rôle de l'homme au milieu de la conduite de projet, au milieu des projets que l'homme met en place. D'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement la capacité à faire des projets, c'est presque l'essence de l'homme. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui organisent des projets, qui ont des projets. Alors, il y a des sociétés organisées en civilisation, les fourmis, des animaux organisés en civilisation, et pour autant, ils n'ont pas de projet. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour faire des choses, mais il n'y a pas de projet en tant que tel. C'est-à-dire un projet, c'est la réalisation d'une vision. On a une vision, on projette quelque chose, et puis on met en place une réalisation. La notion de projet a existé pratiquement dès le début de l'activité humaine, par des ouvrages à la gloire des dieux, par des ouvrages de défense. On essaie de protéger son village, par des infrastructures, on connecte les routes, etc. Donc, dès l'émergence finalement de la civilisation humaine organisée, la notion de projet existe. Mais quand on regarde comment c'était fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Au départ, finalement, c'est un management qui s'ignore. Il n'y a personne qui sait, qui organise réellement, il n'y a pas d'organisation scientifique de tout ça. C'est un petit peu de l'expérience. Alors on va regarder un petit peu des grandes constructions comme ça. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment c'était piloté. On n'a aucune info. Déjà, les archéologues, les égyptologues s'écharpent sur comment ça a été fait, techniquement. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr de savoir le refaire. Ils s'écharpent même sur combien de temps ça a mis pour le faire. Il y en a qui disent que ça fait 20 ans. Il y en a qui disent, bah oui, mais si ça fait 20 ans, ça fait un bloc toutes les 2 secondes. C'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on en est complètement incapable de poser un bloc de plusieurs tonnes toutes les 2 secondes. Comment on a fait? Alors derrière ça, il y avait sûrement de la conduite de projet, mais on n'a aucune marque, aucune source qui nous permette de documenter tout ça. Alors on avance un petit peu dans le temps. Rome, c'est une autre civilisation qui a marqué les choses, et là non plus, on n'a pas beaucoup d'informations sur la conduite de projet. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'excellence technique qui prime. C'est-à-dire des écoles style du compagnonnage du Moyen-Âge, des gens qui ont un savoir-faire, qu'ils se transmettent. Et finalement, c'est par méthode empirique que les choses se construisent. On en est aussi au balbutiement des mathématiques, mais ce n'est pas encore scientifique tout ça. Ce n'est pas organisé de manière vraiment construite, vraiment cohérente. C'est simplement l'expérience qui est transmise et qui va permettre à différents corps de métier qui travaillent ensemble de projeter les choses. Alors les Romains avaient déjà la projection de maquettes, la notion d'architecture à partir de maquettage, mais qui a été perdue au Moyen-Âge, ce qui est assez marrant. Jusqu'au XVe siècle, on a perdu ça, cette notion de maquette. Mais on a retrouvé des maquettes qui permettaient de projeter les choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils avaient des grandes méthodes, ou en tout cas qu'on a connaissance de grandes méthodes qui permettent de piloter les projets. Donc c'est un savoir, une excellence technique, une part d'improvisation, de découverte au fur et à mesure du projet, mais c'est par l'excellence technique que les projets étaient menés à leur terme. Quand on voit des projets comme le pont du Gard, où on a des descentes d'eau, l'eau qui descend sur plusieurs dizaines de kilomètres, et la pente est parfaite jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, on a besoin de lasers, de choses comme ça, et on s'aperçoit qu'ils avaient une technicité, une dextérité, mais qui n'était pas liée à un chef de projet comme on pourrait avoir aujourd'hui, ou à un pool de chefs de projet, mais qui est plutôt l'émergence d'un ensemble de savoir-faire,
de différents métiers. Et donc, l'excellence technique des ouvriers est vraiment le moteur du projet. C'est ce qui fait que les projets arrivent à avancer. Et il n'y a pas forcément de cohésion générale du projet. C'est aux alentours de 1400, donc du XVe siècle, que la notion de projet émerge, notamment avec le dôme de la cathédrale de Florence. C'est Filippo Brunelleschi, je ne suis pas certain de prononcer correctement en italien, qui est l'inventeur de la perspective, qui est le premier à vraiment projeter un plan, c'est-à-dire vraiment essayer de conceptualiser un projet avant de le réaliser. Avant, concept, c'était de l'artisanat, donc concept et réalisation étaient mélangés. Là, lui, il commence à séparer les choses et il passe du plan sur le sol, parce que les cathédrales jusque-là étaient constituées simplement d'un plan sur le sol. Et puis à partir du plan sur le sol, chaque corps de métier vient se construire, vient organiser le projet. D'ailleurs, il fallait plus de 100 ans pour faire une cathédrale. Vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas forcément de direction générale qui amenait à la réalisation de la cathédrale. Et lui, c'est le premier à commencer à projeter les choses, notamment en mettant des modèles mathématiques, des principes de l'optique, des principes de géométrie, et puis vraiment les bases de l'architecture à partir de plans pour projeter les choses. Et là, du coup, arrive l'émergence de la notion de conception architecturale. On commence à concevoir. C'est la première fois, finalement, où, en tout cas, dans ce que les historiens arrivent à analyser, qu'on parle de conception. Jusqu'à maintenant, la conception, c'était mélangé à la fabrication. C'était un tout. Il n'y avait pas de phase de conception. Les deux se faisaient en même temps. On concevait au fur et à mesure du besoin. On pouvait avoir une vision, bien sûr. On partait d'une vision comme aujourd'hui, mais la conception se faisait au fur et à mesure du besoin. Et donc, le XVe siècle continue à se construire, tout le Moyen-Âge, avec cette émergence de savoir-faire, de compagnonnage, d'excellence technique. Et on garde ce rôle d'excellence technique en ajoutant des compétences de mathématiques, etc. Et finalement, c'est très proche de nous que la notion de conduite de projet et de l'étude scientifique de la conduite de projet émerge. C'est finalement la révolution industrielle. Parce que là où on prenait le temps de former des apprentis, de former des compagnons pour qu'ils deviennent des experts dans leur métier, d'un seul coup, il faut prendre des grandes masses de personnes et les transformer en ouvriers. D'un seul coup, on passe de l'artisanat à des grandes usines dans lesquelles on doit former les gens pour leur apprendre un métier. Et former les gens, c'est compliqué. Ça coûte cher, les gens sont illettrés, les gens ne sont pas formés à grand-chose, et il faut leur expliquer. Et là, Taylor arrive, et Taylor, c'est le premier à théoriser vraiment les choses, à essayer de mettre en place une organisation scientifique du travail. Alors Taylor, vous savez comment il a organisé les choses. Il a dit, voilà, un travail, finalement, il va y avoir une organisation, une dimension verticale. La dimension verticale, c'est, on va séparer la conception, la formation, l'exécution. Donc c'est ce que nous, on voit dans un cycle en V, par exemple, les différentes phases. De la dimension horizontale. La dimension horizontale, c'est que je vais découper tout ça en petites tranches de travaux. Et si je le découpe en tout petits morceaux, je vais pouvoir le transmettre, parce que ça va être facile d'apprendre un tout petit morceau. Et je vais pouvoir ensuite faire rentrer des ouvriers, leur apprendre très vite une toute petite tâche, parce que la tâche est facilement descriptible. Et puis, il va y avoir toute une logique de production derrière. Et ça, c'est l'émergence de la conception scientifique du travail. Et c'est l'émergence finalement pour moi, c'est la racine de toute la conduite de projet qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que Taylor a vraiment inventé, c'est the one best way. Traduit en français, c'est le plan qui marche. Et ça, c'est vachement intéressant, cette notion de plan qui marche. C'est-à-dire que Taylor a dit, avec suffisamment d'études, suffisamment d'analyses, suffisamment de compétences, une personne ou un groupe de personnes sont capables de décrire le projet de manière parfaite, à la perfection, avec tous les détails, de l'écrire, comme ça on va pouvoir le transmettre à un groupe de travail, d'ouvriers, qui va simplement exécuter. Ford disait, moi je ne comprends pas, quand j'embauche une paire de bras, je me retrouve avec une tête avec. Parce que ce qu'il voulait, c'était des gens qui exécutent. Il ne fallait surtout pas penser, tout était dans la logique de Taylor, complètement digéré, tout était pré-mâché, il n'y avait plus qu'à exécuter. Et il n'y avait aucun problème, tout se passera bien,
puisque derrière, on avait suffisamment étudié les choses. Et puis on a des ingénieurs, des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des études, qui ont préparé tout ça. Et donc ça ne va pas être très compliqué de transmettre juste la petite tâche à chaque ouvrier, juste la petite tâche à chaque personne. Et alors c'est marrant parce que ce plan qui marche, il nous suit. Et il nous suit jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment ça se passe ici, dans cette école, mais je me souviens que dans la mienne, c'était comme ça, il y a 20 ans. On nous apprenait le plan qui marche. Il faut chercher le plan qui marche. The one best way. Le plan qui permet de dérouler mon projet. Mais la notion même de cahier des charges est basée sur le plan qui marche. La notion de cahier des charges, elle est basée sur un postulat, à mon avis. Un postulat qui est que le client sait ce qu'il veut. Donc, on va pouvoir l'écrire, on va pouvoir le préciser, et que ça va suffire à ce que l'équipe prenne le projet et le déroule. Parce que l'équipe sait comment on va le faire. Et donc, derrière ça, rien ne va changer. Et depuis l'origine du projet, je peux décrire dans le détail, et je me souviens avoir fait ce discours-là à un de mes clients il y a 15 ans. On était à l'avènement du web, j'étais sur la Silicon Valley et je devais expliquer à un client qu'on allait faire son site internet. Et comme il ne savait pas où on allait, il ne savait pas comment faire, il ne comprenait pas. Internet, on était en 1999, Internet était tout nouveau. On lui a vendu, à l'époque, c'était même encore aujourd'hui, je trouve que c'est encore hyper cher, pour 40 000 $, juste le plan, le cahier des charges de son site. Alors, il faut voir, 40 000 $, c'était un site de 10 pages et on était très très fiers de réussir à vendre ça. Et c'était complètement incroyable. On vendait ça une fortune, on trouvait ça normal. Et on lui a vendu 40 pages de cahier des charges pour 40 000 $ de réflexion du plan qui marche de son site. Et on lui avait dit, c'est comme un architecte. On n'aura plus qu'à dérouler le projet. Tout sera fait, toute la réflexion sera faite. Derrière, il suffit d'avoir quelques développeurs qui vous pissent du code et votre site, il est fait. Toute la réflexion est là. Et tout est basé sur cette notion, le plan qui marche. Le client sait ce qu'il veut. L'équipe sait comment elle va faire. Rien ne va changer. Et ça, c'est depuis Taylor. On n'a pas changé depuis Taylor, cet état d'esprit. Alors la problématique, c'est qu'il y a une réalité qui est un peu différente. Il y a une réalité qui est que le client découvre ce qu'il veut au fur et à mesure du projet. L'équipe apprend à le faire et le changement, c'est normal. Oui, mais du coup, et on comprend aujourd'hui toute la difficulté qu'on a à conduire nos projets, tous les modèles qu'on a mis en place partent d'un postulat qu'on sait faux. Sauf que ça nous arrange bien. Ça nous arrange bien de mettre la tête dans le seau et de se dire, il suffit de faire un cahier des charges, parce que contractuellement, c'est beaucoup plus facile. Vous signez en bas, on va exactement avoir ce qu'on veut. Taylor l'avait dit, il suffit de tout écrire, et derrière, il n'y aura plus qu'à exécuter. Mais ça sous-entend aussi que derrière, on a besoin aussi de pas grand monde de qualifiés. Comme pour Taylor, un développeur, quand on regarde pour pas mal de gens, un développeur, c'est juste un pisseur de code. Quelqu'un qui va juste dérouler le cahier des charges. Tout est décrit, tout est à faire. Il n'y a pas d'intelligence à y mettre. Tout est fait en amont. Et on va être dans la recherche d'un modèle standard. On va aller plus loin parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une vérité là-dedans quand même. Et donc, dans les années 60, c'est à l'après-guerre, notamment les Américains cherchent le modèle standard. Ils mettent en place une école un institut qui s'appelle le Project Management Institute, le PMI, qui est à la recherche du modèle standard. C'est eux qui vont être à l'origine du modèle PERT. Vous connaissez le modèle PERT, c'est un modèle de recherche du chemin critique dans un projet qui est très très intéressant. Si jamais vous utilisez des outils comme Gantt, je vous propose de le mettre à la poubelle, parce que Gantt est un disciple de Taylor et donc il cherche le plan qui marche. Et à l'inverse, utilisez PERT, qui est vraiment un outil qui va vous permettre de piloter les projets en cherchant, non pas le plan qui marche, mais en cherchant à quel endroit mon projet va poser des problèmes. C'est le rôle de PERT. PERT a été inventé par le PMI pour pouvoir envoyer des hommes sur la Lune. C'était à la demande de la NASA, un système qui permettait de projeter, parce que le président Kennedy avait fixé la date, on a 10 ans pour aller sur la Lune. Donc ils sont partis de la date et ils ont essayé de faire un chemin critique pour arriver à aller sur la Lune dans les 10 ans. Donc le département de la défense américain, la NASA, sont à la recherche du plan qui marche, parce qu'ils ont bien compris, du modèle standard plutôt. Ils ont bien compris que Taylor c'était bien, mais que ça posait des problématiques et qu'il fallait d'autres modèles. Là-dessus arrive un gars assez intéressant, dont vous avez sûrement tous entendu parler, ceux qui ont entendu parler d'agilité, c'est Deming.
Alors Deming, au départ, ce n'est pas du tout quelqu'un qui travaille sur l'organisation du travail. Au départ, c'est un statisticien. C'est juste un professeur de statistique. Je pense que c'était l'université d'Harvard. Et lui, il se rend compte que finalement, il y a une problématique grâce aux statistiques, il peut émettre des améliorations sur le fonctionnement d'une équipe de production. Il se dit finalement, si je regarde les statistiques, je vois où il faut améliorer les choses. C'est à partir des statistiques qu'il se met à réfléchir à l'organisation du travail. Et lui, il va proposer un modèle, alors j'ai oublié le nom de l'autre chercheur qui avait pré-mâché ce schéma-là. Contrairement à ce qu'on pense, Deming n'en est pas l'auteur originel, mais c'est vraiment celui qui l'a promu. Et j'ai oublié le chercheur qui l'avait défini avant lui. Le PDCA, c'est l'idée qu'on va rentrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est l'idée que, grâce aux statistiques, aux données que je vais avoir, je vais pouvoir planifier, développer, contrôler ce que j'ai fait, faire des statistiques, et ajuster mon modèle, et recommencer. Et il est le premier à ne plus voir le plan qui marche, mais à proposer un système cyclique, un système circulaire. Et je pense que Deming serait peut-être mort aujourd'hui, sans qu'on en parle aujourd'hui dans cette salle, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, 1945, le Japon capitule, les États-Unis prennent possession du Japon, parce que c'est vraiment ça, et MacArthur, le général MacArthur, devient le gouverneur du Japon, pour autant dire le dictateur du Japon. Il prend contrôle du Japon, il supprime toutes les organisations politiques, et il dirige le pays d'une main de fer. Alors d'une main de fer, pas dictatoriale dans le sens pression sur la population, mais il a forcé l'organisation du pays. C'est lui qui l'a réorganisé en disant c'est comme ça, vous ne faites pas autrement. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a viré tout le management, c'est-à-dire les familles des classes supérieures qui étaient à coquiner avec les nazis et qui étaient finalement les vaincus, et il ne fallait pas retravailler avec eux. Le problème, c'est que le Japon est un pays organisé en castes, et que du coup, la population n'est pas formée pour devenir des consultants, pour devenir des formateurs, pour devenir des managers, des cadres. Et donc, il va falloir faire émerger un autre modèle. Et Deming voit bien toute la difficulté de cette civilisation japonaise qu'il ne maîtrise pas très bien. Et il cherche autre chose. Et là, il fait venir Deming en disant, toi qui as un modèle où tout doucement tu construis quelque chose, est-ce que tu ne peux pas venir m'aider? Et finalement, c'est l'émergence de Deming, de l'apport de Deming et de la civilisation japonaise qui font émerger ce nouveau modèle qu'on applique aujourd'hui, qui sont les racines du lean management, qui sont le succès du Japon des années 70 et 80. Finalement, vous savez que Deming au Japon, il y a un prix Deming, c'est vraiment une personnalité complètement appréciée des Japonais, parce que c'est vraiment lui qui est l'artisan du renouveau du Japon. Et lui, donc, il a mis en place toute une méthode, toute une méthodologie qui allait permettre au pays de se reconstruire, qui allait permettre au pays de se réorganiser, non pas autour de chefs, mais en faisant émerger de la base, non pas le plan qui marche, mais des solutions, des changements au cas par cas, par la notion de Kaizen, d'amélioration continue. Alors de cette notion de Kaizen, d'amélioration, je ne vais pas faire dans le bon ordre, de cette notion d'amélioration continue, apparaît ce que j'appelle l'émergence de modèles philosophiques. Pour moi, l'agilité, le lean management ne sont pas des méthodologies. Je déteste quand on parle de méthodologie agile, il n'y a aucune méthode qui rend agile. S'il y avait une méthode à 6000 pour marcher sur un fil et être agile, ça existe. Ça se saurait. Il n'y a aucune méthode qui rend agile. Parce qu'être agile, ce n'est pas A majuscule, J, I, L, E, ce n'est pas les initiales de quelque chose, hein. C'est simplement être agile. Être agile, c'est savoir rebondir en fonction des situations. Quand je conduis, je dois être agile parce que quelqu'un peut débouler, parce qu'il y a des informations qui viennent perturber ma conduite. Donc être agile, c'est ça. Et donc, derrière, plutôt que chercher le plan qui marche, parce que finalement, le plan qui marche n'existe pas, on va aller chercher des modèles, alors le mot philosophique est peut-être un peu fort, mais en tout cas, des modèles qui sont en perpétuelle mutation. En tout cas, les outils qu'ils apportent sont en perpétuelle mutation. Alors le premier, c'est le lean management, qui est vraiment issu de la recherche de Deming, mais le lean management, il est associé à la notion de production. C'est-à-dire que j'ai une conception qui a été faite en amont, et le lean, c'est l'idée de, une fois que j'ai
construit une voiture, il va falloir la produire en grosse quantité, en série, et c'est un modèle d'amélioration continue de la production. Sauf que nous, notre métier, ce n'est pas un métier de production. Les métiers de l'informatique ou les métiers de... Moi, je travaille avec les métiers de l'architecture aujourd'hui, de l'urbanisme, de l'environnement, ce sont des métiers de conception. Un développeur n'est pas un maçon, comme on semble le penser souvent quand on parle d'un architecte qui développe le programme, et puis derrière, il y a les développeurs qui codent. Non, le code lui-même, c'est de la conception. C'est ça l'idée de... Un code, c'est de la conception. Chez nous, la maçonnerie, dans l'informatique, c'est la compilation. On est tellement bon là-dessus que ça vaut rien. On ne le vend pas à nos clients. Les clients n'ont même pas conscience qu'on appuie sur un bouton, à un moment donné, ça compile. Alors, il y a quelques années, on vendait encore ça. Pour les plus vieux d'entre nous, ils se souviennent qu'on pouvait vendre les temps de compilation. Aujourd'hui, c'est fini. Peut-être sur certains ordinateurs très très complexes, il y a sûrement dans le 3D, etc., on vend peut-être encore la compilation, mais sur le web, aujourd'hui, c'est même en dynamique, c'est à l'instant T qu'on compile. Donc, on est dans la notion de conception. Et donc, dans la conception, on ne peut pas avoir un modèle de plan qui marche. Parce que sinon, on n'est plus dans la création. La conception implique la notion de création. Donc, le plan qui marche n'existe pas. Il va falloir mettre en place d'autres modèles. Donc, le premier modèle philosophique, c'est le Lean Management, issu du PDCA de Deming et de l'intégration avec la culture japonaise. Vous savez que le mot Lean est apparu seulement en 1991. C'est le MIT qui s'est dit « Mais pourquoi est-ce que les Japonais sont aussi bons ?» Ils ont été voir comment faisaient les Japonais, ils sont revenus, ils ont fait un rapport là-dessus, et ils ont appelé ça du Lean Management. Donc personne n'a inventé le Lean finalement. C'est vraiment l'adéquation d'un peuple, d'une vision, celle de Deming, et tout ça mélangé, ça a été théorisé 40 ans plus tard par des chercheurs, et ça s'appelait le Lean Management. L'agilité, c'est un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus simple. La notion d'agilité est apparue alors assez tôt en fait. Quand on regarde, déjà, dès les années 70, il y avait déjà des gens qui parlaient d'agilité, notamment notre ami, et j'ai oublié son nom, tu vas me le rappeler, qui était à Agiletour à Lille. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, l'inventeur de Puma. Bon bref, on va retrouver son nom, qui lui a déjà parlé, il a des écrits Quelqu'un se souvient de son nom ? Jean-Pierre Vicoff, mais voilà, ça y est. Jean-Pierre Vicoff, lui, parlait d'agilité dans les années 70. Il était là à l'Agiletour, c'est vraiment quelqu'un de passionnant. Un peu très théoricien, mais qui a énormément de choses à dire. Si vous avez l'occasion de lire le bouquin Puma, c'est génial. Il a essayé vraiment d'unifier tous les outils qui permettaient de parler d'agilité, et il y a vraiment des très bons concepts. Et donc, cette agilité, donc, on en parlait dans les années 70, et à un moment donné, encore une fois, dans les années 80 et 90, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur cette notion d'agilité. Et en 2001, il y a une vingtaine de chercheurs qui se disent, écoutez, encore une fois, il faut qu'on fasse émerger un modèle, il faut qu'on trouve, entre guillemets, le plan qui marche pour l'informatique. Et ils se réunissent dans l'Utah pour réfléchir à mélanger ensemble leurs modèles, et ils ne trouvent pas. À la fin de la semaine, ils ont une semaine pour trouver un modèle, ils ne trouvent pas. Et ils sont dimanche soir, on est prêt à partir, à rendre le chalet. Et il y en a un qui dit, attends, on ne va pas se quitter comme ça. Est-ce qu'on peut écrire un texte sur lequel tout le monde est d'accord ? Et ce texte est considéré aujourd'hui comme le fondement de l'agilité, c'est le manifeste agile. Même si ce mot agilité avait été utilisé et mis en pratique bien avant. Et le manifeste agile, pour moi, quand je vous parlais d'émergence de modèles philosophiques, je pense que on est dans cette logique-là. On n'est pas dans la méthodologie, on est vraiment dans une philosophie. Nous découvrons de meilleures manières de développer des logiciels en développant nous-mêmes, et en aidant d'autres à développer. À travers ce travail, nous en sommes arrivés à valoriser les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. Les logiciels qui fonctionnent plutôt que la documentation détaillée. La collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. La réponse au changement plutôt que le suivi d'un plan. Bien que les éléments de droite soient importants, nous accordons plus de valeur aux éléments de gauche. Et ça, c'est vachement intéressant parce que là, on est pratiquement dans l'anti-taylorisme. L'idée que, finalement, en se basant sur les hommes, on reconstruit quelque chose. Et puis, ce qui est aussi vachement intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'on revient presque au moment où il n'y avait pas de conduite de projet. Au moment où c'était l'excellence technique des gens qui permettait de faire émerger des constructions telles que les cathédrales, sans que personne ne soit l'architecte en chef de cette cathédrale. Alors je voudrais terminer sur un petit schéma qui est la matrice de Stacey. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la matrice de Stacey ?
sur la complexité d'un projet. Et c'est vraiment intéressant parce que ça explique d'autant plus pourquoi nous avons besoin d'agilité dans l'informatique. Pourquoi plus que dans d'autres métiers, c'est essentiel. L'idée de la matrice de Stacey, c'est que un projet, en fonction de la maîtrise de la technologie ou de la maîtrise des spécifications, passe de la simplicité au chaos. Alors qu'est-ce que c'est un projet simple? Une recette de cuisine, c'est un projet simple. Je maîtrise la technologie, je maîtrise la spécification. Si je relis une recette de cuisine écrite il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans par ma grand-mère, je suis capable de refaire le même plat. C'est un projet simple. Un projet compliqué, c'est quand soit la technologie devient un peu moins maîtrisée, soit les spécifications, soit les deux. Donc on s'éloigne un petit peu. Les spécifications deviennent un peu plus floues. Il y a moins d'accords. On n'est pas tous d'accord sur les specs. Et finalement, plus on s'éloigne, plus on arrive dans le complexe. Le complexe, alors, la construction d'un pont, par exemple, c'est compliqué. Avec les notions de résistance des matériaux, on maîtrise la technologie, on maîtrise les specs, on sait qu'on doit aller de tel endroit à tel endroit. Faire le viaduc de Millau, c'est même pas complexe, c'est compliqué. Il y a des modèles mathématiques qui permettent très très bien de définir de définir tous les éléments pour faire un pont qui tient. Et ça, on sait le faire depuis très longtemps. Nous, dans l'informatique, on est dans le complexe. Parce que la technologie avance à toute vitesse. La technologie de construction, oui, il y a des évolutions. Il y a des bétons plus costauds que d'autres, mais ça n'avance pas à la vitesse à laquelle nous on avance. Donc nous, on est dans une technologie de plus en plus non maîtrisée. Le temps que vous démarriez le projet, la technologie a encore évolué. Et puis les spécifications, on a vu, le client découvre ce qu'il veut au fur et à mesure du projet. Les spécifications sont de plus en plus floues, ou en tout cas, au départ, elles sont très floues. Donc notre projet, il est complexe, et il peut vite se retrouver dans le chaotique. Dernier exemple en date, le logiciel de gestion de paye de l'armée française. Vous avez entendu, 250 millions, poubelle, on recommence. Puis ils recommencent en plus, hein. Tout va bien. Ils vont refaire un cahier des charges, le plan qui marche. Ils vont rester dans le chaotique. Et rester dans le chaotique, ça ne marchera pas. La notion d'agilité, l'idée, c'est de ramener notre projet à la simplicité. Comment? Non pas en cherchant à maîtriser absolument toute la technologie et à spécifier entièrement, à connaître entièrement les spécifications, mais quand on regarde les méthodes Scrum, les méthodes de Puma, etc., l'idée, c'est de ne développer que les éléments sur lesquels la technologie et les spécifications sont simples et connues. C'est ça l'idée. C'est que plus c'est loin, plus c'est flou, plus ça reste flou. L'idée d'un backlog, c'est ça, c'est que les choses floues restent floues. On verra quand on y sera. Les choses proches de moi, les choses que je suis prêt à développer, c'est quand je connais et maîtrise la technologie, quand je connais et maîtrise les spécifications. Donc l'idée d'agilité, c'est en permanence de tirer mon projet vers la simplicité. Ce que je développe, au moment où je le développe, doit être dans la simplicité. Et je garde, bien sûr, une partie du projet qui va rester floue, qui va être derrière moi. Mais moi, je vais ramener le projet dans la simplicité. Et là, derrière, ça va être l'excellence technique des gens qui va me permettre de maîtriser la technologie, donc la MOE qui va permettre de maîtriser la technologie, un product owner, un chef de produit qui permet de bien maîtriser les spécifications, de les redescendre. Et alors, pas toutes les spécifications pour tout le projet, non, dans le temps, au fur et à mesure du besoin du projet. Et du coup, je garde mon projet, instant après instant, finalement, jour après jour, ce que j'ai à développer reste dans le simple, et donc je suis capable de tenir mon projet. Alors voilà, le plan qui marche n'existe pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé et je ne pense pas qu'il existe. Et puis d'abord, s'il marchait, ce serait triste. Ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'un, qu'il n'y a qu'une seule solution pour tout faire. Or, il y a des milliers de ponts dans le monde, il y a des milliers des dizaines ou des centaines ou des milliers de voitures différentes, il y a des milliers de maisons différentes, il y a des milliers de logiciels différents. Et surtout, ne cherchons pas à trouver le logiciel qui marche, mais cherchons à trouver le plan qui marche pour nous, à l'instant T. Et c'est ça, finalement, quand on reprend la maîtrise de Stacey, c'est à l'instant T, je dois être dans le simple. Par contre, demain, peut-être que mon modèle aura évolué. Et c'est là où l'apport, l'émergence des modèles philosophiques est intéressante. Parce que finalement, les gens sont compétents. Et ce n'est pas l'écriture du cahier des charges qui permet de tout définir, c'est la compétence des gens qui vont maîtriser la technologie et qui vont maîtriser les spécifications.
L'excellence technique va permettre finalement de limiter la gestion de projet. Parce que si on parle de la gestion de projet au sens de Taylor, je trouve que c'est presque insultant pour les gens qui travaillent. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous, qu'une personne intelligente peut tout faire. Non, remettons les gens au centre du projet. Il faut accepter de remettre l'homme au centre du projet, en faisant confiance aux hommes. Voilà. Fruit de réflexion et de discussion. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être ouvert l'esprit sur cette notion d'agilité qui, moi, me passionne. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître, mais je suis ravi d'échanger mon regard et mon expérience avec vous. Oui? Moi j'ai une question parce que tu es parti de la construction des cathédrales pour arriver au développement logiciel et l'agilité, etc. dans le développement logiciel. Mais je sais qu'Ifidel aime bien ça aussi. Sur quel domaine on voit l'agilité qui se propage en dehors du développement logiciel pour d'autres choses dans l'entreprise? Est-ce que tu as peut-être une expérience ou des expériences à nous faire part ou ton analyse vis-à-vis de ce phénomène-là? Oui, alors en fait, pour moi, l'agilité, c'est exactement la même chose que le lean management, sauf que c'est adapté à des métiers de conception. Donc à chaque fois que l'idée, le lean, c'est vraiment améliorer un modèle de production. Et donc on pourrait faire du lean en cuisine, on pourrait faire du lean, bien sûr, évidemment dans l'industrie. À chaque fois, pourquoi pas dans du jardinage, on pourrait faire du lean. Améliorer une mécanique de production. Par contre, dès qu'on doit être dans la conception, et ça c'est une conférence que j'avais donnée l'année dernière sur l'idée que dans les mots gestion de projet, il y avait tous les germes de l'échec. D'ailleurs, c'est la continuité de ce que je vous avais présenté aujourd'hui. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire gestion. Art d'administrer quelque chose. Projet, chemin qui mène vers un but. Donc la gestion de projet, c'est l'art d'administrer le chemin qui mène vers un but. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Parce que administrer ma voiture, c'est payer l'assurance, mettre de l'essence, gonfler les pneus. Enfin, ça m'a jamais amené nulle part. Pour aller quelque part, il faut que je la conduise, ma voiture. Donc déjà, on va arrêter de parler de gestion de projet, on va parler de conduite de projet. C'est déjà plus intéressant. Et puis même la notion de conduite. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le projet? C'est le projet ou c'est le but? Je pense que c'est le but. En tout cas, pour moi, c'est le but. Et le but, j'arrête de l'appeler projet, je vais l'appeler produit. D'ailleurs, les Américains ne sont pas trompés, ils appellent ça un product owner. Responsable produit, propriétaire du produit. Parce que c'est le produit qui nous intéresse. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est quelque chose qui nous amène à un produit. Et c'est quoi qui nous amène à un produit à partir d'une vision? C'est la conception. Donc arrêtons de parler de gestion de projet, on n'est pas des gestionnaires de projet, nous sommes des concepteurs de produits, quel que soit le produit. Organiser un plan de RH, c'est un produit. L'agilité peut aider une équipe à organiser un plan RH, parce que c'est de la conception. Dès qu'il y a de la conception de produits, je pense que l'agilité est utile. Parce que l'idée, c'est de reprendre la maîtrise de Stacey, de se dire, d'un côté, j'ai des spécifications que je ne sais pas trop où je veux réorganiser des RH, c'est flou comme projet. La technologie, en termes de ressources humaines, la technologie, elle est encore plus floue. Donc l'agilité a du sens. L'idée, c'est ça finalement. L'agilité, c'est à chaque fois que j'ai un modèle de conception, les humains doivent travailler sur une conception de quelque chose, quel que soit le projet. Donc nous, on a déjà travaillé avec des urbanistes et des sociologues du CAUE. CAUE, c'est un organisme parapublic, il y en a un par région, par département même. On a travaillé avec celui de Lille et celui de Marseille sur l'organisation du CAUE. Donc ils accompagnent tous les décideurs publics et privés sur ces problématiques d'urbanisme, d'environnement et d'écologie. On a travaillé avec des sociétés comptables sur la réorganisation de l'accompagnement d'entreprises. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu Alors, c'est vrai que la majorité de notre métier, c'est l'informatique, mais tout doucement, on se met à travailler sur d'autres concepts, à partir du moment où il y a cette idée de conception de produit. Je pense que c'est vraiment ça, là où l'agilité est vraiment utile, c'est dès qu'il y a de la conception de produit. Et finalement, si on prend le mot produit au sens large, il y en a partout. Ça répond à ta question? Est-ce que quelqu'un d'autre Oui. Vous parliez peut-être que c'était, à la limite, considérer ça comme de l'antiterrorisme, que le méthode agile, mais justement, quand vous montrez la matrice de Stacey. Justement, le principe, c'est pas de subdiviser en tâches plus simples et de manière
Non, alors là, il faudrait. L'idée, c'est que dans la notion de backlog, telle que le. Je vais vous montrer une slide que je vais aller rechercher, qui n'était pas dans ma présentation, mais qui va vous aider à comprendre cette notion. Hop. En fait, c'est toute la notion de backlog qui vient changer un petit peu la vision des choses. Voilà. C'est la notion d'horizon de prédictibilité. En fait, la matrice de CIC, elle est au départ pas du tout... cette notion d'y ajouter l'agilité, c'est vraiment une réflexion qu'on s'est dite en découvrant un jour ce schéma de complexité simple, compliqué, complexe, chaotique. On s'est dit, mais en fait, c'est ça. Nous, notre métier, c'est de ramener toujours le projet dans la simplicité. Ça ne veut pas dire de les découper en tâches, parce que ce n'est pas du répétitif. L'idée, c'est cette notion d'horizon de prédictibilité. Une vision, c'est quelque chose de très large, et du coup, ça veut dire de très flou. Ma vision, ça devient une stratégie. Ma stratégie, ça devient des projets. Les projets vont être travaillés en cycle de manière itérative, par un PDCA de Deming. Le cycle devient des spécifications, les spécifications deviennent une tâche. Là, je suis dans la tâche à la Taylor, sauf que ma tâche, elle va être en permanence en train de changer. La notion de cahier des charges dit que je suis... Ah oui, alors, derrière, j'ai mon cône d'incertitude. C'est-à-dire que plus c'est haut, plus c'est incertain. Une tâche, c'est certain, je sais ce que je dois faire. Une vision, c'est complètement incertain. Il y a plein de chemins vers la vision. Ma vision, c'est de partir en vacances en Corse au mois d'août. J'ai les dates, et encore, on n'est même pas sûr. Donc on n'a pas réservé la villa, on ne sera pas certain de nos dates. Comment je vais y aller, je ne sais pas. Ça tombe, il y aura des bouchons, je vais passer par l'Allemagne et descendre par la Suisse. J'en sais rien. Donc on voit bien que ma vision de partir en vacances, elle est floue. J'ai une vision, je veux partir en Corse. Maintenant, comment je vais y aller, je ne sais pas. Ou peut-être que j'irai en avion. Donc la problématique de ce cône d'incertitude, c'est que quand j'écris mon cahier des charges, je suis dans l'incertitude du projet. Grande incertitude. Et je demande à quelqu'un de tout écrire au niveau de l'incertitude des spécifications. Et il va en écrire du gâchis, finalement, du gaspillage, que le Lean appelle le gaspillage. C'est des spécifications que je vais être obligé d'écrire pour essayer de préciser des choses que je ne peux pas préciser puisque je suis dans l'incertitude encore. Donc, l'idée de ramener, si on vient mettre la maîtrise de CIC là, c'est-à-dire que le backlog, donc le fameux reste à faire du projet, il va être toujours granulaire. Ce qui est loin et flou reste flou. Et c'est au fur et à mesure qu'on spécifie un petit peu plus, au fur et à mesure que la technologie s'améliore, qu'on arrive dans le simple, qu'on accepte de le mettre dans le backlog de développement. Sinon, ça reste dans le backlog projet et pas dans le backlog de l'itération en cours. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Mais c'est ça l'idée. C'est que si c'est loin, c'est flou. Donc je ne peux pas écrire de tâche. Alors que Taylor dit, ben non, si quelqu'un autre que celui qui va produire est capable d'écrire la tâche à l'avance. D'ailleurs, dans le cadre méthodologique Scrum, celui qui écrit la tâche, c'est celui qui la réalise, c'est le développeur. Ce n'est pas le responsable du cahier des charges. Donc on est bien, c'est pour ça que je dis qu'on est dans l'anti-taylorisme et qu'on donne confiance, on fait confiance aux hommes. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit, toi tu ne sauras pas le faire, donc j'écris la tâche. C'est la personne qui décrit sa tâche. Pourquoi elle décrit sa tâche? Simplement parce qu'elle va la confronter au reste de l'équipe, parce qu'elle pourrait ne pas l'écrire du tout et puis simplement le faire. L'intérêt de l'écrire, et là c'est toute la logique de Scrum, qui veut dire la mêlée, c'est de travailler en mêlée, c'est que du coup je la partage. Et que, si je la partage, je peux la mettre sur un Kanban. Et si je peux la mettre sur un Kanban, ça devient une communication. Et du coup, ça devient une transparence dans ma communication. Et là, on est plus dans la dynamique humaine et la dynamique de groupe. La psychologie de groupe. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on écrit les tâches? C'est simplement pour créer une vraie dynamique de groupe. Techniquement, on pourrait faire sans écrire les tâches, et les gens ils pourraient dérouler les tâches au fur et à mesure du besoin. Mais c'est bien celui qui écrit sa tâche et qui la réalise, alors que chez Taylor, c'est quelqu'un qui en amont a pensé à tout, parce qu'il est plus fort que les autres, parce qu'il a trouvé le plan qui marche, qui décrit cette tâche, et quelqu'un n'aura plus qu'à l'exécuter. Il y a derrière un petit Charlie Chaplin qui va faire... Voilà. Ça répond à ta question ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. C'est un peu pour votre coup, je suis d'accord. Il faut. Faut mettre l'homme au centre du projet. Maintenant, c'est pareil, je continue d'avoir des plans définis sur 3 ans au forfait. Tout le monde en rêve parce que c'est rassurant. Oui, tout à fait. C'est plus facile. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile à faire. Le point quand même qui est de base, avec une super bonne équipe, quelle que soit la méthode que tu prends. Ah mais carrément. Mais tout à fait. Mais carrément. C'est la provoque
Non, c'est pas de la provoque, puisque ça montre bien, c'est comme ça qu'on a construit des cathédrales. Avec la bonne équipe, on peut tout faire. De toute façon, je pense que c'est un peu Ouais. l'agilité. Le gros intérêt, c'est ce que tu dis, c'est d'arrêter de faire des plans sur la comète, Ouais. et de revenir dans le concret. Et sincèrement, Mais une très bonne équipe, elle est agile, tu délaisses. naturellement. L'idée, c'est pour ça que je ne parle pas de méthodes agiles. Et j'aime pas parler de méthodes agiles. Il n'y a aucune méthode qui rend agile. C'est une posture, l'agilité. C'est pour ça que je parlais de philosophie. C'est une posture, c'est un état d'esprit. L'intérêt des outils comme Scrum, c'est de provoquer cet état d'esprit, de créer cet état d'esprit. Chez Apple ou chez Google, je suis sûr que le mot Scrum n'est jamais prononcé. Et ben, pourtant, elles sont agiles, ces boîtes-là. Quand nous, on voit qu'on met 2 ans pour faire un ERP, eux, ils vous sortent un iPhone tous les ans et demi, un truc Android, un Google Glass. Mais la technicité qu'il y a derrière ça, mais c'est des trucs de malade. Là, on frôle la limite du chaotique en permanence. Je ne sais pas si parmi vous, si on est dans une école quand même d'électronique. Moi, j'ai travaillé pour Cadence Design System. Ça vous dit quelque chose, les électroniciens? C'est la boîte qui fabrique les logiciels qui créent les processeurs. J'ai trouvé ça complètement hallucinant qu'ils soient capables. À l'époque, on travaillait sur les processeurs de 32 microns quand techniquement on ne savait pas le faire. Mais Cadence savait prédire les modèles mathématiques de ce qui allait se passer à l'intérieur du processeur à 0,32 microns, alors que techniquement on ne savait pas le faire. Bon, c'était dans les années 90-2000. Donc aujourd'hui on est à combien? 16, 8, je ne sais plus. Les ingénieurs là? Combien de microns aujourd'hui les processeurs? Non, personne ne... Bon. Donc oui, être agile, c'est une posture. Tous ces outils permettent aux hommes de redevenir agiles. Parce qu'on a perdu l'agilité, parce qu'on nous a appris pendant des années qu'il fallait chercher le plan qui marche, etc., etc. Derrière, une équipe agile naturellement, elle est agile naturellement, donc elle n'a pas besoin de support d'agilité finalement. Tout ça, ce ne sont que des supports qui permettent d'être agile. Maintenant, si on est agile naturellement, ça marche parfaitement bien. J'ai un petit exemple qui est marrant, parce que rétrospectivement, je me suis rendu compte qu'on avait été agile. Il y a quelques années, avec des copains, on a décidé de faire des réveillons. On était une quarantaine de copains à organiser des réveillons. Le dernier réveillon, c'était dans un hangar, il y avait 400 personnes. On avait créé un dragon de 7 mètres qui crachait du feu. C'était un truc assez bluffant. On a décidé d'organiser le réveillon le 4 décembre. Et quand on regarde le truc, on dit mais comment on a fait? Pour dire, le 4 décembre, on s'était réunis, on dit est-ce qu'on en fait un ou pas cette année? On n'avait pas d'invitation, on n'avait pas de lieu, on n'avait pas de thème, on n'avait rien. 31 décembre, il y avait 400 personnes dans une salle avec un décor de fou. Le thème, c'était l'Asie. Donc c'est pour ça qu'il y avait un dragon, il y avait une pagode japonaise, on servait des nems à volonté, et tout ça pour 40 € par personne. Et quand on regarde rétrospectivement, on dit mais comment on a fait? Et en fait, on a été agile naturellement. Chacun savait ce qu'il avait à faire. On n'avait aucun outil de conduite de projet, on n'avait pas de Kanban, on n'avait rien. On avait des réunions complètement impromptues. Donc on voit bien que l'expérience, parce que c'était notre 5e réveillon avec ce groupe-là, l'expérience fait que. Et on a besoin de cette expérience. Le problème, c'est que dans vos équipes, vous n'avez pas forcément que des gens d'expérience. Surtout qu'en France, on a tendance à dire à un développeur, si à 28 ans, tu es encore développeur, tu as raté ta vie. Ce qui est dommage, parce que c'est justement à ce moment-là qu'ils commencent seulement à avoir un peu d'expérience. Et qu'au contraire, c'est à 35 qu'ils vont commencer à être bons et c'est à 40 qu'ils vont être excellents. Sauf qu'on leur dit, non, tu vas quand même pas rester développeur. Mais le nombre de fois où j'ai entendu ça, c'est effarant. Oui, mais du coup, on s'étonne qu'on ait tout le temps besoin de réagiliser les gens, si je peux me permettre l'expression. Parce que, en permanence, les équipes, elles changent tout le temps. On considère qu'un CV, c'est interchangeable, qu'on prend une personne, on la change, alors qu'une équipe, ça se construit. L'agilité, ça se construit. Et donc oui, on peut être agile de manière naturelle. Tous ces outils permettent d'accélérer ça, simplement. Mais l'objectif, c'est bien d'être agile de manière naturelle, de reprendre. C'est pour ça que je dis refaisant confiance aux hommes, c'est-à-dire que si on a vraiment confiance dans l'expertise des hommes et s'ils sont vraiment bons, l'agilité, elle est naturelle. Et on n'a plus besoin de tout ça. Donc on se retrouve complètement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Oui? Est-ce que, dans la présentation, pour revenir à ce que tu as présenté, est-ce que globalement, il n'y a pas aussi un effet sur un mode paternalisme? On le voit un peu dans les entreprises avec ce qui a été injecté par les industriels du 19e siècle. Finalement, le patron, un peu père, figure paternelle qui veille au grain. Et est-ce que dans les entreprises qu'on a, on n'a pas aussi finalement besoin d'avoir un référent qui nous dit comment faire, comment vivre, et que sur les projets, en fait, c'est un peu un frein structurel. Alors c'est vachement intéressant, ça, parce que c'est une réflexion sur laquelle on entend travailler aussi. C'est la décorrélation
c'est pour ça aussi que le mot chef de projet est à virer. Parce que dans le mot chef de projet, il y a chef. Dans le mot chef, il y a supérieur hiérarchique. Et je ne vois pas en quoi le responsable d'un produit ou d'un projet serait le supérieur hiérarchique de l'équipe qui bosse dans le projet. Ça n'a aucun rapport. Et l'idée, justement, alors je ne sais pas si je peux écrire là-dessus. L'idée, finalement, c'est on a une pyramide dans l'entreprise et la pyramide, c'est juste une pyramide RH. C'est-à-dire qu'en effet, on a tous besoin d'un référent. Et moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je vous assure que c'est plus facile quand on a un chef. Quelqu'un à qui on peut parler. Parce que c'est difficile de ne pas avoir de référent. Je pense qu'il y a des bouquins qui parlent de la solitude du chef d'entreprise. Maintenant, je commence à comprendre. C'est vrai qu'on a besoin, en tant qu'humain, d'avoir un référent. Sauf qu'il n'a rien à faire dans le projet. Et pourquoi est-ce que moi, je milite même pour qu'on puisse choisir son manager? Parce que finalement, si c'est la personne qui doit me faire grandir, sur laquelle je dois m'appuyer, etc., autant que ce soit quelqu'un en qui je m'entende très très bien. J'ai bossé chez Gap, j'y suis resté 8 mois à San Francisco. J'ai claqué la porte et je suis rentré en France parce que je ne supportais pas justement ce management. C'est que ton chef de projet est forcément ton manager, que du coup, il mélange tout. Du coup, quand tu parles à quelqu'un en dehors de lui, bah, il dit tu l'as pire. Oui, bypasser, merci. Tu l'as bypassé pour aller parler à quelqu'un d'autre. Je dis, mais non, mais on est dans le projet. Bah non, parce que lui, comme c'est dans les RH, si je veux parler à un autre chef, il faut que je repasse par la RH pour qu'il redescende. Je dis, attendez, on est où là? Donc au contraire, oui, je pense qu'il faut juste décorréler les deux, qu'on a besoin d'une organisation humaine parce qu'on a besoin tous d'un référent, tous. C'est vachement rassurant, on a besoin de partager ce qu'on veut, on a besoin de parler plan de carrière et tout, mais ça n'a rien à voir avec le projet. Dans le projet, par contre, bah, tout le monde est à niveau égal. Et je peux être chef de projet et dans mon équipe avoir ou responsable produit et dans mon équipe avoir mon référent RH. Ou mon référent RH peut être dans un autre service qui n'a rien à voir avec le mien, et en tout cas, ou pas dans mon projet. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est vachement important de décorréler les deux. Et c'est pour ça que j'aime pas le mot chef de projet. Je préfère le mot responsable produit ou voilà. Trouver un autre mot. Les Américains parlent de product owner. Le mot owner en France, propriétaire, est quand même trop fort. Aux États-Unis, il est un petit peu plus light. Donc j'ai du mal à utiliser le propriétaire du produit. Je préfère responsable produit, mais j'aime pas non plus le mot responsable parce qu'il n'est pas responsable. C'est celui qui anime le produit. Animateur produit, pourquoi pas. Mais oui, il faut retirer la notion de RH. Elle est ailleurs. Elle est importante, mais elle ne fait pas partie. Alors en plus, il y a un problème, c'est que quand je fais ma pyramide RH, si ma pyramide RH, c'est mon équipe projet, bah, quand je change de projet, il faut retrouver exactement, où le projet est fini, il faut retrouver exactement un projet qui correspond à ma pyramide. Et du coup, je ne peux pas fabriquer des projets au fur et à mesure de remonter des équipes au fur et à mesure. Ou quand on remonte des équipes, on change de chef, on mélange tout. Et j'ai l'impression que c'est deux mondes qui doivent fonctionner en parallèle, mais ça ne sert à rien de créer des ponts entre les deux. Bon voilà, je me trompe peut-être, hein, mais moi c'est comme ça que je conçois les choses. C'est comme ça qu'on essaie de l'organiser chez nous, en décorrélant la hiérarchie du projet. Ça répond un petit peu... D'autres réflexions, d'autres questions, d'autres remarques? Vous avez le droit d'être en totale opposition à ce que j'ai dit, puisque tout ce que je vous ai dit n'est que le fruit de mon... Enfin, pas mes recherches tout seul, c'est vraiment toute l'équipe qui est derrière. Tu interviens dans les entreprises, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc l'agilité a tendance à se développer de plus en plus, et c'est quoi le point de vue par rapport à, je sais pas si tu peux voir plusieurs entreprises, c'est ça tend à se développer un peu partout, Non, alors tout le monde en parle, tout le monde pense être agile. Ouais. Non, pardon, j'ai dit une connerie. C'est pas tout le monde pense être agile, c'est que tout le monde fait de l'agile. Alors moi, quand j'entends ça, automatiquement, je me dis, ok, les gens ne sont pas agiles. Voilà, on arrête avec les méthodes agiles, on arrête avec faire de l'agile. On a fait un projet en Scrum. Ouais, et alors? Bah, ça a foiré. Bah ouais. Mais en même temps, tu viens de me le dire. Tu m'as dit que tu avais fait un projet en Scrum. Bah alors c'est... Ah non, attendez. Tu as utilisé Scrum pour apprendre à être agile? Et tu as été agile dans ton projet? Ou est-ce que tu as juste pris Scrum comme une méthodologie, tu l'as déroulé, ça n'a pas marché? Bah ouais, on a déroulé, ça n'a pas marché. Bah oui, c'est normal. Si tu n'as pas cherché à être agile, si tu n'as pas compris le principe de la matrice de Stacy, si tu n'as pas compris le principe du backlog, si tu n'as pas appris à prioriser par la valeur, bah oui, ton projet il va à la poubelle. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on est à un moment où tout le monde parle de ça parce que ça le vend en poupe. Tout le monde le fait très mal. Il y a peu d'entreprises qui vraiment ont compris que c'était un état d'esprit et qu'il fallait rendre les gens agiles. Alors ce qui est très rigolo, c'est que là on a fait une formation il n'y a pas très longtemps, début de semaine à Nantes.
Et alors, les plus réfractaires, je suis désolé hein, pour les étudiants, c'était les jeunes diplômés. Parce qu'ils ont tellement appris le plan qui marche et on leur a tellement bourré le mou qu'ils ont un diplôme maintenant et donc ils savent que c'était ceux qui freinaient des cas de fer en disant non mais attendez. Alors que ceux qui avaient expérimenté des projets merdiques, ils commençaient à se dire ça serait peut-être pas mal de regarder ailleurs. Alors après, il y a toute la problématique, c'est que comme on a corrélé RH et projet, eh ben, il y a le management qui freine des cas de fer. En disant bah oui mais t'es gentil avec ton truc mais tu casses carrément ma structure et tu casses mon rôle alors que ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de décorréler les deux pour dire aux gens non attendez, on ne supprime pas le besoin de management, mais arrêtez de penser que management égale projet. Et tant qu'en fait on aura tout ça, ce sera vraiment des freins au développement de l'agilité. Parce qu'être agile, mais tout le monde a envie d'être agile. Enfin je sais pas, vous avez envie encore d'avoir des petites roulettes à votre vélo vous? Bah, Scrum, c'est une petite roulette, hein, c'est juste ça. Donc franchement, si je peux me débarrasser de Scrum, moi, ça m'arrange. Et je vous avoue que j'ai refait une formation aujourd'hui qu'on appelle nous Agile 360 degrés, c'est-à-dire comprendre l'agilité. Je crois que le mot Scrum, j'ai dû le prononcer 2 fois pour leur dire que ça existait comme cadre. Mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas faire du Scrum. Parce que faire du Scrum, aujourd'hui tout le monde va être Scrum Master. Alors, je suis désolé, mais moi, le Scrum Master, ça fait 1 an que j'en ai plus formé, parce que ça sert strictement à rien. J'appelle ça un facilitateur. Le vrai animateur de l'équipe, c'est le Product Owner, c'est le responsable produit. Dans les équipes que j'accompagne, j'invite même à ce que le facilitateur soit tournant, que ça change, qu'il soit pris en fonction des affinités de chacun. Et surtout que ce ne soit pas un métier. Un facilitateur, c'est une activité, c'est une animation de l'équipe. Tout le monde devrait avoir des capacités à faciliter. À animer une réunion, c'est être un facilitateur. C'est ça le rôle du Scrum Master. Mais le problème, c'est qu'il y a Scrum dedans, il y a Master, maître de la mêlée, super. Donc tout le monde a foncé là-dessus. Je me souviens quand j'ai suivi les formations de la Scrum Alliance il y a 5 ans, la formation Scrum Master, c'était à Bruxelles. Alors j'ai eu la chance d'avoir Jeff Sutherland, donc l'inventeur de Scrum. C'était entièrement en anglais, ça a duré 2 jours, on était 45 dans la salle, une salle dans un hôtel. J'entendais les questions avec l'état d'esprit, je les retraduisais dans ma tête en français et je me disais d'accord, il a posé ça, c'est ça qu'il veut dire, mais en anglais ça veut dire ça. Donc l'autre il n'a pas compris. J'entendais la réponse, je me disais d'accord, lui il a voulu dire ça, l'autre il va comprendre ça. Dialogue de sourds, et puis tout le monde repart et tout le monde est diplômé. Et ces gens-là sont tous certifiés Scrum Master. Puis après j'ai cherché à m'inscrire à la formation Product Owner. Première information, je suis inscrit et tout, j'ai envoyé mon chèque, tout va bien, je suis débité, puis là paf, annulé, faute de candidat. Deuxième formation, pif, annulé, faute de candidat. La troisième, on était 6, ils l'ont quand même maintenu. Et il n'y avait personne. Et à la sortie de cette formation, j'ai compris. Je me suis dit, mais Scrum Master, il faut arrêter, c'est pas ça l'essentiel. Réapprendre à faire ça c'est le travail du Product Owner. Organiser le projet par la valeur, aller préparer un backlog, c'est compliqué, c'est un nouveau métier qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui, il suffit d'un bon Product Owner et tout le monde devient agile. Parce que le bon Product Owner, il va forcer tout le monde à aller avoir les bonnes spécifications, à rester dans le bas de la matrice de Stacey. Donc dans le simple. Et à partir de ça, on va pouvoir développer les compétences, développer la technicité, etc. Et c'est vraiment ça, c'est le Product Owner. Ah bah bien sûr. Et Jeff Sutherland disait, le meilleur Product Owner au monde était feu Steve Jobs. Parce que c'est ce type-là, il n'a jamais utilisé Scrum, mais il avait compris tout ça. Il a été chercher des équipes d'une excellence absolue et il pouvait avoir des exigences, mais il les faisait travailler jusqu'à ce qu'ils soient capables de faire émerger quelque chose. Et puis alors lui, en termes de simplicité, je pense qu'il avait compris l'idée. Pourtant, ça pouvait être, il aurait pu monter une usine à gaz. L'iPhone, ça aurait pu être un désastre. Il y avait tout pour faire un désastre. Le truc qui fait un peu tout, la soupe et les tartines. Et il a fait un produit mais qui est complètement hallucinant. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières statistiques. Hein. Apple a plus de cash que la France et le Danemark réunis. Et Qatar ? Qatar, oui. J'avais qu'il y avait un truc avec Qatar, exactement. Enfin, c'est quand même bluffant, quoi. Oui. Il y a quand même un truc qui est compliqué. On a vu, c'est ce que disait Christophe, il y a un élément qui est déterminant, c'est l'expertise technique des gens qui font partie de l'équipe. Sauf qu'on explique à des gens qui ont 28, 30 ans, 40 ans, qu'ils ne vont pas être développeurs parce qu'on ne va quand même pas payer des développeurs à des TIJN de 400 euros. Enfin, culturellement, Ah bah oui. on n'est pas à admettre des choses comme ça. Enfin, Mais il faut reverser ça. En Californie, un développeur, c'est $100 000. et ça, il y a de la pédagogie à faire auprès des... Ah bah oui. Ah bah ça, j'en suis... c'est tous les jours. Hein. Mais en effet, il y a énormément de boulot à faire.
ayons des développeurs. Mais alors après, allez chercher aussi vos développeurs et ceux qui sont très bons. C'est pareil, on a le droit de devenir chef de projet si on veut, c'est juste un autre métier. Et si on peut devenir un très bon chef de projet, allons-y. Mais dites à vos bons développeurs, accroche-toi, deviens excellent. Parce qu'il y aura vraiment du boulot pour les gens excellents. Et si vraiment ils ne savent pas quoi faire et qu'ils ne trouvent pas du boulot ici, mais qu'ils ouvrent la porte de la Californie, hein, ils pleurent pour trouver des développeurs. Un très très bon développeur aujourd'hui, vous envoyez 3 CV, paf, vous êtes dans l'avion. Hein, et ça prend 2 semaines. Hein. Et les idées de visa, etc., ça va vite. Là, à Stanford, à Euratech, il y a une formation Stanford tous les ans. Donc on est formé à Stanford et puis je l'ai suivi l'année dernière. Et puis les profs de Stanford viennent à Lille pendant 2 jours, pendant une semaine. Tous les ans, il y a 2 boîtes qui finissent par déménager là-bas. Et ça va vite. Là, il y a Stérographe, une boîte à Euratech, qui est en train d'ouvrir un bureau là-bas. Enfin, c'est quand même assez bluffant. Mais voilà, le truc, c'est que les Américains, ils ont compris que c'était un métier de conception et un développeur, c'était un concepteur. Et donc, il fallait des excellents concepteurs pour avoir des excellents produits. C'est le principe garbage in, garbage out. Hein. Si vous n'avez pas des bons outils ou des bons trucs au départ, vous n'aurez pas des bons trucs à la sortie. Et ça, on n'a pas encore compris. Nous, on pense qu'un ingénieur... j'ai rien contre les ingénieurs, mais on nous enseigne que l'ingénieur, il sait tout, qu'en plus, on fait des généralistes chez nous, donc il va pouvoir écrire un cahier des charges, et spécifications, et tout sera dedans. Et puis après, il n'y a plus qu'à avoir des gens qui font des trous et qui... connaissez l'histoire de l'ingénieur des mines qui fait des trous? Vous ne connaissez pas cette histoire? C'est dans un énorme champ. Il y a des kilomètres de champ là. Il y a un gars qui a plein de diplômes, là, un Parisien avec Polytechnique, les ponts, les mines et tout ça, là, et qui embauche pour la journée 500 ouvriers, la totale. Il achète 500 pelles et il leur explique qu'il veut des trous dans le champ. Il leur explique des trous, mais c'est bien, donc c'est 40 sur 40, sur 80 de profondeur, etc. Vous mettez la terre à droite, enfin c'est hyper procédural. Et puis, il quadrille le champ, en petits carrés comme ça, des milliers de petits carrés. Et puis il dit, voilà, vous faites un trou au centre du carré. Et puis, les gars se mettent à creuser, il est 7h du mat. Hein, et puis il y a à midi, ils sont à peine à la moitié du champ. Le gars, il dit, merde quand même. Donc il en prend un quart, il dit, bon, vous prenez le champ dans l'autre sens et vous rabattez vers le... Les gars, ils font les trous. Il est 14h, il dit, bon, écoutez, si c'est plus parfaitement carré, c'est pas grave, mais creusez, il faut avancer, il faut faire plus de trous. Les gars, ils font plus de trous. Il est 16h, les heures sup vont démarrer, le gars il prend la moitié de l'équipe, il dit écoutez, vous commencez à faire des trous au milieu des autres trous. Les mecs ils font des trous au milieu des autres trous. Là il est 19h, ça fait quand même 12 heures de boulot, les mecs ça fait 5 heures ou 6 heures qu'ils sont en heures sup. L'ingénieur il devient un fou, il fume de partout. Et puis là il repère un cordeau là, qui traverse tout le champ. Puis il dit c'est quoi le cordeau là? Ça monsieur, c'est la conduite de gaz, hein, faudrait pas qu'on tape dessus. Oui, c'est ça que je cherche. Les gens savent. Et ça, c'est vraiment très très fort de savoir, les gens savent les choses, sauf qu'il faut leur demander, sauf qu'on est tellement bardé de certitudes avec nos formations, nos diplômes, nos machins, qu'on en oublie de demander simplement et de laisser les gens concevoir. Et vous seriez surpris de tout ce que les gens savent faire. Ça, c'est vraiment pour moi, et c'est pour ça, remettre l'homme au centre du projet, c'est ça. C'est faire confiance aux gens et arrêter de penser que parce que on a fait moins d'études ou qu'on a même moins d'expérience, on ne sait pas faire. Et c'est l'inverse avec les jeunes, hein, les plus vieux, plus jeunes. Laissez les jeunes, vous seriez surpris. Regardez ce qui sort de gamins de 16 ans qui sortent des logiciels, des applications complètement monstrueuses et qui après vendent à Google, je ne sais plus combien de millions, là, 19 millions, c'est ça? À 18 ans ou 16 ans, je ne sais plus quel âge il a, le petit anglais. Voilà. Les gens sont bons, les gens font les super trucs. À partir du moment où on leur met un cadre qui le permet. À partir du moment où on les laisse se développer et évoluer. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment convaincu. Et l'agilité, elle viendra de tout ça, de la confiance qu'on laisse dans les gens. Vous avez d'autres... Oui? Donc pour vous, les méthodes agiles ne peuvent se développer que quand on arrêtera la mentalité de dire on sépare le technique du conceptuel. Pour vous, il faut être les deux pour être agile. On ne peut pas faire... C'est pas comme ça que je le vois. D'abord, l'idée, c'est que justement, c'est pas... c'est plus flou que ça, parce que là, vous êtes encore dans un modèle méthodologique. Or, c'est ça l'idée, c'est que ce n'est pas méthodologique, c'est qu'il n'y a pas de plan qui marche, c'est qu'à chaque produit, on va devoir construire une méthode. On va devoir construire une méthode de fonctionnement, c'est même pas une méthode en tant que telle, on va devoir construire quelque chose qui marche pour notre équipe. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan qui marche, ça veut dire que quelquefois, on va devoir uniquement conceptualiser, d'autres fois, parce qu'on a besoin de conceptualiser.
D'autres fois, on va devoir faire énormément de prototypage. On va devoir mélanger les deux. Enfin, voilà, il n'y a pas une méthode qui marche. Être agile, c'est juste savoir réagir à la situation. C'est savoir faire en sorte que je suis en permanence dans la recherche de la méthode la plus effective, la méthode qui est la plus efficace pour nous. Et la méthode la plus efficace pour moi aujourd'hui, c'est peut-être, elle a peut-être rien à voir avec celle de mon voisin. C'est pas très grave. Chez Google et chez Apple, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui n'ont rien à voir dans leur fonctionnement. Pourtant, les deux boîtes sont super agiles. Chez Facebook, c'est un troisième modèle, ils sont super agiles. Regardez la vitesse à laquelle ils font ils apportent des innovations et ils ajoutent des fonctionnalités logicielles. Et pourtant, ils doivent avoir un fonctionnement très très différent de chez Apple ou très très différent de chez Google. Donc être agile, ce n'est pas délivrer quelque chose, c'est simplement avoir trouvé un fonctionnement qui nous permettait de délivrer des produits à haute valeur ajoutée et de qualité rapidement. C'est ça finalement l'idée. Donc il n'y a pas de modèle qui dit qu'on sépare l'un ou l'autre, simplement je parle de constat. Le constat, c'est que plus on va prototyper rapidement, donc ça veut dire transformer la théorie en pratique simple, plus on va se permettre d'avancer rapidement. Mais ça, c'est l'expérience qui le montre. Pour reprendre l'idée de Steve Jobs, savez-vous comment était le premier prototype d'iPad? Il a été fait 1 heure après la première réunion. Première réunion iPad. Alors l'iPad a été créé avant l'iPhone. Ensuite, ils se sont dit, mais avec cette technologie, on pourrait faire un téléphone. Ils ont travaillé sur le téléphone et ensuite, ils ont relancé l'iPad. Mais au départ, c'était un concept d'iPad avant de faire un concept d'iPhone. Et donc, ils sortent de la réunion de iPad, ils ont défini l'iPad. Steve Jobs va voir Jonathan Ive et il lui dit, dans 1 heure, tu me fais un iPad en bois. On a défini la taille, on a défini le machin, tu m'en fais un, tu me peins le truc, je veux un iPad en bois. Et pendant 15 jours, le petit Steve, il s'est baladé dans tous les bureaux avec son iPad en bois. Et puis il a regardé, il a touché, il le tenait dans sa main, il le mettait dans ses dossiers, il le perdait sur son bureau, etc. Et du coup, il était le premier à avoir une vraie expérience de l'iPad. Et quand il vous dit un écran vertical, c'est pas pratique, il le dit parce qu'il l'a vécu. Parce qu'à mon avis, pendant plusieurs mois, il avait dû demander un écran tactile sur son bureau et qu'il a eu un écran tactile, peut-être prototype, mais il a vu que c'était pas pratique d'y mettre les doigts et que ça avait aucun sens, et que, etc., etc. Donc prototyper, c'est des choses toutes simples comme ça. Et puis derrière ça, je vais pouvoir théoriser à partir d'un iPad en bois. Mais du coup, le prototypage, il va me servir à construire plus loin. Voilà, c'est cette idée-là. C'est l'idée que rien n'est interdit. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a simplement que chacun recherche, mette en place une méthode qui lui permet de trouver ce qu'il cherche. Et on est dans la recherche scientifique, finalement. Le PDCA, c'est très très proche de l'expérience scientifique. J'ai émis une hypothèse, je mets en place une expérience, j'obtiens un résultat, j'en tire une conclusion, et je recommence. Deming n'a rien inventé, et ça, c'est depuis la nuit des temps, l'homme fonctionne comme ça, toute la recherche scientifique est basée sur ça. Il a simplement dit, ça, c'est valable dans d'autres métiers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Est-ce que pour avoir des projets agiles, il faut que l'entreprise, dans son ensemble, soit agile? Alors, tu parlais du management, Steve Jobs, etc. Il y a la rémunération, le recrutement, etc. Je sais qu'il y a des modèles comme Valve, des sociétés comme ça qui ont des modèles très spécifiques. Donc, très agiles. Est-ce qu'il faut que toute l'entreprise soit agile finalement? Non, mais c'est mieux. C'est plus facile. Non, nous, on accompagne des boîtes où il n'y a qu'un département qui est agile, voire même un service, voire même un projet. Il n'y a que sur un projet, ils arrivent à être agiles. C'est même assez surprenant la capacité ou la non-capacité des entreprises à dupliquer le modèle. On accompagne une SS2I, enfin un centre de service, sur un projet qui cartonne. La direction de la boîte nous a confié que c'est la première fois dans les 20 ans de la boîte qu'un projet se passe aussi bien. Ils sont incapables de le dupliquer. On leur dit, mais pourquoi vous ne lancez pas dans tout? Ah oui, mais non, mais là c'est... Et ils trouvent plein d'excuses pour dire que ça ne marchera pas ailleurs. Et ils n'essayent même pas. Mais c'est tellement une remise en cause, ils ont tellement peur. Ils disent, ça marche sur ce projet, très bien. Mais ils se disent, oui, mais si on le duplique, est-ce que ça... Bon. Ouais, on a un truc, c'est pas parfait, mais bon, ça marche. C'est dommage. Ils pourraient être, mais... Franchement, ils pourraient être les premiers sur l'île. Ce qu'ils sont en train de faire sur ce projet-là, c'est énorme. Mais ils ne le voient pas. Tant pis.